Bonsoir, bonsoir, formateur. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Alors, je viens de partager mon écran. Est-ce que il est visible? Oui, c'est visible. D'accord. Euh, je disais que le module qu'on voit ce soir porte sur le transport des matières dangereuses et que il y a plusieurs versions dans vos fichiers que vous aviez, mais nous allons utiliser une version résumée. Et puis le faire de manière très courte ce soir parce que il y a la pluie ici et la qualité de ma connexion n'est pas aussi au top. En plus de ça, j'ai aussi un début de palu là, donc on va aller vraiment très vite. Et puis, mais de façon résumée, et vous pouviez consulter justement les versions que vous aviez dans vos fichiers pour mieux assimiler ou en tout cas comprendre un certain nombre de choses. Et s'il y a des questions, comme d'habitude, vous pouvez toujours les poser à tout moment et, par les canaux que nous avions déjà. D'accord. Surtout prendre l'établissement à vous. Oui, merci. Alors, donc, le transport des matières dangereuses, c'est un module récemment ajouté parce que on a quand même vu que c'est très important et d'en parler et surtout que il y en a qui peuvent être amenés à gérer ce genre de matière dans des entreprises où ils ont ça comme activité principale. Et donc, c'est très important. Le prochain cours porte sur le syndic, justement, où nous allons revenir sur un certain nombre de choses, particulièrement les pictogrammes de ces matières-là. Et le SIMDUT, c'est le système donc d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Donc, vous voyez que l'un dans l'autre, les deux cours seront complémentaires et donc vous pourrez mieux assimiler à la fin donc, de ces deux cours. Alors, donc voilà déjà quelques pictogrammes que vous pouviez voir. Mais on va pas en développer ce soir puisque le prochain cours porte sur ça justement où on va euh, voir cela en long et en large. Mais déjà, vous connaissez déjà ces pictogrammes-là. Vous payez certains produits, vous voyez sur l'emballage, sur les boîtes et autres, donc des pictogrammes qui indiquent déjà voilà, ce que ce produit peut faire. Donc, vous voyez, quand le produit il est inflammable, quand le produit il est toxique, eh bien, le plus connu, le plus répandu que tout le monde, et même les enfants connaissent, c'est lorsque une matière est toxique, le pictogramme avec le crâne, avec euh, des ossements croisés là. Alors là, c'est très connu. Donc tout le monde, dès qu'on voit un produit où il y a ce pictogramme dessus, se met déjà à l'idée que c'est un produit toxique et que ça peut conduire à la mort justement. Donc les matières dangereuses, il y a une certaine réglementation, des législations, des manières de les présenter et des normes qu'il faudra respecter pour pouvoir non seulement
les manipuler, les transporter et les utiliser, les commercialiser de façon générale. Alors, maintenant, pour revenir au sujet du jour, qui est donc le transport donc, des matières dangereuses, eh bien, quand on en parle tout de suite, on peut être amené à aller beaucoup plus loin pour voir des matières qui sont plus ou moins toxiques ou très dangereux, comme certains produits chimiques euh, très toxiques, hein, comme les explosifs et autres. Voilà. Mais il faudra ne pas forcément aller loin jusqu'à ce niveau pour comprendre que les matières dangereuses sont aussi quelques matières que nous utilisons tous les jours dans notre vie quotidienne. Voilà, donc comme le carburant. Le carburant, voilà, on les utilise dans nos engins, on les utilise voilà, pour faire fonctionner les industries et autres. Il y a les gaz qu'on utilise même de façon domestique, en cuisine et autres. On a les engrais, voilà, dans l'agriculture. Donc, hein, ces matières dangereuses, on les côtoie beaucoup plus que vous ne pouviez l'imaginer. Voilà, et donc, hein, ils peuvent être sous plusieurs formes, solides, liquides ou gazeux. Voilà, et évidemment, en fonction donc de certains de leurs caractéristiques, peut présenter des risques pour non seulement les populations, mais également pour l'environnement. Alors, donc, ce qui fait que pour les caractériser, ça, c'est un peu difficile. Eh bien, c'est parce que justement, ils sont diversifiés et donc leur dangerosité aussi est diversifiée. Donc, la diversité donc, de ces dangers-là sont justement liés à leur multitude. Voilà, ils peuvent être inflammables, ils peuvent être toxiques, ils peuvent être explosifs, corrosifs ou radioactifs. Voilà, donc, donc ça c'est la diversité donc, des dangers. Donc, ce qui rend euh, un peu difficile l'évaluation du risque de transport donc, de ces matières-là. Alors, on a aussi la diversité des lieux d'accident probables. Alors, donc, ces matières-là, on peut les transporter à travers des autoroutes, hein, des routes départementales, c'est-à-dire les goudrons, des routes de voies rouges, de voies communales, hein, donc en agglomération ou hors agglomération. Et donc, vous voyez que en fonction du lieu où un accident peut se produire, voilà, on peut quantifier ou évaluer la gravité de cet accident-là. Alors, ils sont aussi complexes dus à la diversité des causes. Voilà, les causes, ce qui peut donc causer les, les défaillances. Voilà. Donc, hein, les défaillances du mode du transport. Hein. Donc, ça peut être une erreur humaine. Donc, ça peut être une erreur ou une défaillance mécanique. Voilà, ou donc des facteurs environnementaux et autres. Donc, et quand l'accident lié donc au transport de ces matières dangereuses a lieu et que on évalue, on voit justement la possibilité donc de plusieurs causes. Donc, et ce qui rend également complexe donc l'évaluation donc de ces matières dangereuses-là. Alors, donc, on s'accorde quand même à classer et identifier le risque TMD, donc le risque lié au transport donc, des matières dangereuses selon trois types. Donc, hein, on a quand même le risque rapproché, c'est-à-dire lorsque ce risque a lieu à proximité d'installations soumises donc, à des plans particuliers d'intervention. Voilà, donc et là, on a également le risque diffus. Donc là,
Le risque est réparti sur l'ensemble d'un réseau, voilà, routier, ça peut être ferroviaire ou fluvial. Donc, il y a également le risque TMD par canalisation. Là, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus complexe à l'entendement, mais il y a le fait que c'est quand même l'un des facteurs les plus faciles à identifier lorsque on a un réseau de canalisation. Et plus tard, vous pouvez voir que on a, par exemple, les géoloducs. Hein, lorsque, en industrie pétrolière, par exemple, donc on a des canalisations autres qui conduisent donc ces matières-là qui peut parfois les envoyer d'un point A à un point B, parfois qui peut lier plusieurs villes. Donc, il y a ces canalisations-là. Et en dehors donc de nos pays, dans certains pays développés, vous pouvez avoir le gaz, par exemple chez vous, qui arrive par canalisation, comme l'eau hein, arrive par canalisation chez vous. Donc, vous pouvez avoir un robinet connecté pour cela. Donc, il y a donc des réseaux de canalisation. Maintenant, on a l'impression que là, c'est très compliqué, mais il est facilement identifiable, surtout avec les technologies où très rapidement, on peut répertorier donc, les fuites et à travers donc certains ordinateurs puissants et autres. Et donc, le fait aussi que le réseau est sur un plan qu'on connaît, qu'on maîtrise et rapidement on peut intervenir. Donc, c'est maîtrisable à ce niveau également. Alors, donc, pour très bien cerner donc, ce risque TMD-là, il faudra aussi voir du côté donc, de la réglementation qui s'avère sévère. Voilà, parce que, évidemment, quand vous voyez que les conséquences donc, de ce risque-là peuvent être vraiment parfois très désastreuse. Donc, là où il faut beaucoup plus miser, c'est surtout dans la prévention. Alors, donc, cela, c'était pour un peu introduire, mais revenons à, à notre base, à savoir, euh, qu'est-ce que, on parle donc du risque TMB, justement, on parle donc du transport des matières dangereuses, mais qu'est-ce qu'une matière dangereuse en réalité? Qu'est-ce qu'une matière dangereuse? Alors, il faut retenir qu'une matière est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible donc d'entraîner des conséquences graves hein, pour la population, hein, pour également les biens ou pour l'environnement. Donc, en fonction donc de ses propriétés intrinsèques, voilà, ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature donc des réactions justement qu'elle peut engendrer, soit en contact avec les eaux ou en contact avec l'air. Voilà, donc lorsqu'une matière peut en tout cas de cette façon-là avoir des conséquences graves sur les humains, les populations, donc justement sur les biens, le matériel, voilà, et les machines, hein, les équipements, les installations et également sur l'environnement. Ça peut polluer à travers donc le dégagement donc de certains gaz toxiques, le déversement donc de certains produits toxiques et autres. Donc, qui peut polluer l'environnement, l'air, qui peut polluer les sols, les eaux. Alors, donc, c'est cela. Et lorsqu'une matière est susceptible donc de causer ce genre de dommages, alors donc sont ces matières-là qui sont classées matières dangereuses. Alors, quels sont les principaux risques liés donc à ces matières dangereuses? On peut en distinguer au moins 9 catégories de risques liés à ces matières dangereuses-là. Alors, on a d'abord le risque d'explosivité. Alors,
C'est une propriété donc de la matière à se décomposer violemment sous l'action de la chaleur ou d'un choc en provoquant une énorme masse de gaz chaude et une onde de choc, justement, l'explosivité. Alors, à ce niveau également, nous allons revenir sur cette partie parce que nous aurons à voir le dynamitage. Et lorsque nous verrons le dynamitage, on reviendra justement sur comment est-ce que ces explosifs-là fonctionnent. Alors, donc, en dehors donc, du risque d'explosivité, on a le risque gageux. Le risque gazeux, eh ben, justement, et comme c'est un gaz, hein, à travers les canalisations, les conservations et autres, donc il y a un risque de fuite ou d'échappement ou d'éclatement donc du récipient qui le contient. Et donc, lorsqu'il y a ces fuites-là, il y a ce qu'on appelle la diffusion de gaz dans l'atmosphère. Donc, si c'est un gaz toxique, voilà, ça va donc causer des pertes sur les humains, l'environnement et autres. Alors, donc, c'est un risque en tout cas, proprement à la nature aussi du gaz. Voilà, donc si le gaz il n'est pas toxique ou si le gaz il n'est pas inflammable, donc ou si il n'est pas corrosif, alors ça ne posera pas de problème. Donc une bouteille d'oxygène qui fuit, ben voilà, ça n'a pas un effet sur les humains ou sur l'environnement, hein. Sauf que, évidemment, il y a un risque d'inflammation, justement, si le milieu devient très concentré en oxygène. Voilà. En dehors de cela, eh ben, ça va. Mais déjà, si il est un gaz toxique, donc la fuite donc, cause déjà problème. Donc, s'il est corrosif, voilà, ça pose problème. Et en plus, s'il est inflammable, donc ça pose problème. Donc, le risque gazeux est beaucoup plus lié à à la nature du gaz concerné. Ensuite, on a le risque d'inflammabilité qui est justement la propriété de prendre feu facilement. On a le risque de la toxicité qui est donc la propriété donc, de la matière à pouvoir hein, être comme un poison, donc qui peut donc nuire à la santé ou causer la mort par inhalation, absorption cutanée ou des injections. Alors, on a également le risque radioactif, donc qui est ici la propriété de la matière en question à émettre des rayonnements dangereux pour les êtres vivants. Et on a la corrosivité. La corrosivité, eh ben, c'est la propriété donc de la matière à ronger, hein, donc d'oxyder ou de corroder donc les matériaux. Comme voilà, et si c'est des métaux, voilà, ça peut les rouiller, les oxyder, les détériorer, les déformer. Si ce sont des tissus vivants, eh ben, comme la peau ou les muqueuses, ça peut en tout cas irriter, causer beaucoup de choses. Donc, on a des produits comme certaines bases ou certains acides et autres qui peuvent avoir donc cette possibilité-là, cette propriété donc de corroder. Alors, on a également le risque infectieux. La matière en question peut comporter donc ce qu'on appelle le risque biologique, par exemple, le risque biologique, hein. Donc, en ce moment, c'est le risque infectieux qui est mis en jeu parce que cela peut provoquer des maladies graves sur l'homme ou sur les animaux, hein. Alors, ce risque concerne les matières qui contiennent les micro-organismes, donc infectieux tels que les virus, les bactéries, les parasites et autres, donc qui peuvent
cas causer donc de problèmes de santé sur les humains ou sur les animaux. On a donc également le danger de réaction violente spontanée. Et là, c'est la possibilité de réagir vivement et spontanément, hein, voilà, sous forme d'explosion, avec production de chaleur ou libération de gaz qui peut être inflammable ou toxique sous forte pression. Donc, ça, c'est un risque également que beaucoup de matières dangereuses contiennent. On a évidemment le risque aussi de brûlure. Donc là, évidemment, c'est la propriété de provoquer des brûlures par le chaud ou par le froid. Alors, donc à ce niveau, vous vous rappelez qu'on a vu cela dans un cours passé où vous saviez que ce n'est pas seulement la chaleur qui brûle, mais aussi le froid peut brûler, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on avait vu le dioxyde de carbone sur certains extincteurs qui pouvaient à la sortie être à une température de plus de moins 70 degrés et autres, voilà, vous voyez que moins 78 degrés. Alors, vous voyez que une fois en contact avec et nos cellules, ça peut brûler. Là, ce sont des brûlures par le froid. Donc, et cela, je vous avais également montré, eh bien, lorsque vous attrapez une glace, en même temps, vous la jetez, n'est-ce pas? Donc, et là, la glace n'est même pas dans des températures négatives. Donc, ensuite, voilà. Voici quelques 9 points hein, de dangerosité liés à ces matières dangereuses-là dont on pouvait évoquer. Alors, maintenant, puisqu'on parle donc du transport donc, de ces matières dangereuses, donc il faudra aussi voir comment est-ce qu'on les transporte. Pourquoi c'est si dangereux que ça? Voilà, justement, eh ben, le transport donc, des matières dangereuses se fait à travers euh, plusieurs moyens. Donc, et la plupart du temps, le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident qui peut se produire lors donc, de ce transport-là. Donc, par voie routière, ferroviaire, aérienne ou voie d'eau ou par canalisation, voilà, donc de ces matières-là. Alors, quels sont les différents types de transport de matières dangereuses? On a justement les matières qui peuvent être transportées par la route, donc qui représentent beaucoup plus si on regarde dans l'ensemble. Donc la route, le pourcentage des matières dangereuses qui passent par la route est beaucoup plus élevé. On a le transport par la voie ferrée, donc on a le transport par la voie maritime, le transport par canalisation enterrée et autres. Voilà, on a le transport par les airs, bon, même si parfois cela est très négligeable parce que il y a beaucoup plus de sévérité dans les réglementations en ce qui concerne le transport aérien. Voilà, donc, c'est par les voies maritimes, la route ou ferrée que il y a beaucoup plus de flux à ce niveau-là. Alors, donc, et il y a également le fait que le risque TMD est aussi lié justement euh, à, en fonction de la nature du produit, de sa quantité et également de l'importance donc de l'accident. Voilà. Donc, si on prend un exemple, une quantité faible ou importante de produits dispersés, eh ben, n'aura pas forcément la même conséquence. Voilà. Et aussi la distance à laquelle cela va se produire, donc l'accident.
eh bien, les dangers peuvent être plus ou moins importants en fonction de la quantité, donc de, euh, de la manière dont cela est arrivé, du lieu de l'accident et évidemment également de la nature du produit en question. Alors, les conséquences, par exemple, d'un accident sur la santé, c'est que cela peut être suivi par une explosion. Alors, donc là, ça va occasionner des chocs, production d'étincelles et autres. Donc, hein, notamment pour une citerne de gaz inflammable, par exemple, qui s'explose. Hein, vous voyez, donc il y a production d'étincelles, il y a donc l'échauffement de la cuve, donc le produit étant volatile ou comprimé. Donc, hein, il peut aussi être un mélange de plusieurs produits. Donc, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et suite à une explosion d'un tel produit. Et l'explosion est justement liée à la rupture du contenant. Hein. Donc, on ne va pas faire un cours de physique puisqu'il va aller vite. Voilà. Mais il faut retenir que, et c'est pour cela aussi que à la fin, vous verrez que la réglementation va concerner également avec quoi on utilise pour transporter. Est-ce que c'est adapté? Voilà. Est-ce que ça peut contenir? Est-ce que c'est plus sécurisé d'utiliser tel ou tel? Voilà. Et on a l'incendie. L'incendie qui est causé justement par l'échauffement anormal. Donc, hein, ça peut être l'échauffement lié au véhicule ou suite à un choc, puisqu'on parle d'accident. Donc, s'il y a un accident, voilà. Et vous vous rappelez donc du triangle du feu. Donc, on a le produit qui est inflammable. Donc, ça se passera dans la nature où il y a donc l'air et l'oxygène. Donc, c'est le long de choc ou l'étincelle donc qui va être l'origine du déclenchement donc de l'incendie. Voilà. Et soit suite à une fuite, donc après un choc et c'est une conséquence. Et évidemment, en fonction du lieu où a lieu cet accident-là, eh bien, les conséquences peuvent être plus ou moins graves. Alors, donc, on a quelques chiffres. 60% des accidents le transport des matières dangereuses concerne des liquides inflammables, donc un incendie de produits inflammables, hein. Donc, ça peut aussi être des liquides ou gazeux qui vont engendrer justement des effets thermiques, donc c'est-à-dire des brûlures, hein, qui peuvent être aussi aggravées par des problèmes d'asphyxie ou d'intoxication en fonction donc de la nature du produit transporté. Et également, il y a pollution de l'environnement lorsqu'on a des fumées toxiques qui se dégagent. Alors, je crois aussi qu'il y a l'un des cours où on va parler de ces risques d'explosivité. Donc, et voilà, on va certainement revenir là-dessus. Alors, donc, le nuage toxique. Voilà, qui peut donc provenir d'une fuite de produits toxiques ou qui peut résulter d'une combustion. Voilà, donc un nuage toxique qui s'élève dans l'atmosphère, justement, suite à un accident donc lié au transport de matières dangereuses. Alors, ce nuage toxique un peu, en fonction du lieu où a lieu cet accident-là, également, puisque ça va retomber, donc l'accident peut avoir lieu
en campagne et que les conséquences se ressentent aussi dans les villes voisines parce que le nuage toxique va pouvoir se déplacer. Donc, la chute, ça va atteindre d'autres zones. Donc, en dehors donc, du lieu de l'accident. Donc, les conséquences ne sont pas forcément sur place ou uniquement sur place, parce que sur place, voilà, il y a déjà des dégâts autour, des blessures, des brûlures et autres. Mais le nuage toxique, par exemple, peut se déplacer et atteindre d'autres zones loin du lieu de l'accident. Voilà donc ce que peut provoquer un nuage toxique. Alors, on a aussi justement les conséquences sur l'environnement. Voilà, parce que on a par exemple l'eau qui peut être polluée et qui peut aussi se propager. Donc, une pollution de l'eau donc, peut aussi se propager et atteindre des endroits où on n'a pas forcément tout de suite le réflexe de faire le lien avec cet accident-là. Voilà, donc parce que c'est un déplacement. Alors, donc, l'eau qui est polluée, qui peut atteindre donc, même les nappes souterraines, donc, et polluer l'eau que on va boire, ou voilà, qui peut donc atteindre la flore, parce que justement, les végétaux et autres ont besoin de ces eaux-là. Donc, qui peut se retrouver dans les fruits qu'on va consommer, parce que voilà, justement, ou dans les légumes, ou carrément décimer une partie de la faune. Alors, donc, quant à la pollution environnementale, vous connaissiez que c'est un cycle. Donc, parfois, c'est un petit élément qui est attaqué et le cycle des choses ou la chaîne alimentaire va transporter donc le danger vers d'autres horizons dont il n'est pas très souvent facile de faire le lien tout de suite. Alors, le danger pour les biens, justement, eh ben, quand cela se produit, un accident chimique peut entraîner quoi? Des conséquences néfastes sur les biens. Un incendie ou une explosion peut provoquer des destructions, hein, des détériorations ainsi que des dommages sur des habitations, des ouvrages, des cultures, voilà, ainsi que le matériel. Voilà, donc une citerne qui brûle, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est du matériel. Voilà, des équipements qui partent en fumée, des équipements qui peuvent être aussi coûteuses. Voilà, et on a aussi le fait que, en fonction du lieu où cela a lieu, ça peut donc voilà, se diffuser et puis atteindre des concessions, et des installations et autres. Donc, les accidents donc, de ces matières dangereuses peuvent aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, ce n'est pas forcément euh, ce qui est directement sur le lieu de l'accident le problème. Alors, euh, les transports par canalisation. Alors, canalisation, comme je le disais tantôt, eh bien, c'est aussi parfois des fuites et autres qui peuvent être une source de ces accidents. Et également, il faut dire que les canalisations peuvent aussi être enterré ou aérien, donc un accident, et voilà, un équipement qui déterre cela, ou donc qui vient cogner ces installations et autres, donc qui peut provoquer donc des fuites, qui peut provoquer des incendies, voilà, liés à ces canalisations qui ont été touchées par soit des engins agricoles ou donc des engins de BTP, voilà, et autres. Donc, tout est possible, ou même par oxydation, rouille et autres, donc qui peut attaquer donc le réseau de ces canalisations-là et donc qui peut provoquer donc justement des fuites et donc des accidents. Alors, et là où c'est encore plus fréquent, justement, c'est le transport routier, voilà, qui est donc le plus exposé, voilà, parce que là encore,
Cela est dû au fait que eh ben, les causes d'accident à ce niveau sont multiples. Donc, ça peut être lié à l'état du véhicule, à une faute de conduite, donc une erreur humaine. Donc, ça peut être aussi l'erreur d'une tierce personne, ça peut être la météo. Donc, et il ne savait pas que eh, il ferait face à ces températures extrêmes, donc les conditions climatiques et autres. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent donc causer donc des incidents ou accidents sur le réseau routier lorsqu'on transporte donc des matières dangereuses. Alors, le produit transporté également en fait partie, hein. La manière dont il est stocké, cela également en fait partie. Et donc, et, supposons euh, lorsque c'est un combustible liquide qui est transporté dans une citerne. Donc, hein, en fonction de certains virages, de la façon dont on se déplace, donc le centre de gravité peut basculer et donc 72% donc des accidents de TMD mettent en cause des camions citernes justement. Donc, tout est possible donc, comme on l'a dit, donc les causes hein, peuvent être très multiples. Alors, donc, en moyenne, chaque année au Burkina, on a quand même des centaines d'accidents qui impliquent des véhicules qui transportent des matières dangereuses. Voilà. Donc, c'est vraiment à prendre en compte, surtout dans nos contrées. Alors, le transport ferroviaire, là, parfois, ça peut s'avérer beaucoup plus sécurisé dû au fait qu'il y a quand même des systèmes contrôlés automatiques. On a des conducteurs qui asservissent un ensemble de contraintes. Donc, il n'y a pas trop de risques supplémentaires dus au brouillard, à certaines choses, parce que le réseau est maîtrisé. Donc, mais il y a quand même quelques accidents ou incidents qui peuvent être justement liés euh, au matériel, voilà, qui peut être vétuste ou mal maintenu, ou aussi à des erreurs humaines. Donc, cela également est possible. Alors, les conséquences maintenant de ces accidents-là, ça a plusieurs enjeux. On a l'enjeu humain. Donc, l'enjeu humain, c'est justement lorsque on a des pertes de personnes physiques. Donc, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être directement exposées. Voilà. Donc, elles peuvent se retrouver dans un lieu public, hein. Donc, il y en a qui peuvent être tranquillement chez eux et qu'un accident de ce genre se produit. Ils peuvent être au travail, ça peut être l'industrie en question qui est même concernée. Donc, que lorsque ça a lieu, il y a la possibilité donc de perte d'humains, donc, ou de blessures et autres. Alors, donc, il y a un enjeu humain. Il y a aussi les enjeux économiques. Voilà, les causes d'un accident de TMD peuvent être, hein, ça peut mettre à mal l'outil économique d'une zone. Voilà. Donc, les entreprises voisines du lieu de l'accident peuvent en subir aussi des conséquences. Donc, les routes ou les voies peuvent être complètement endommagées, hein, donc, qui nécessitent que l'on refasse. Alors, une route ferroviaire ou tout simplement un pont qui est endommagé suite à un accident de ce type, vous voyez que ça bloque carrément un réseau donc, de trafic hein, dans la zone. Donc, il y a évidemment donc, des enjeux économiques, voilà, hein, beaucoup plus larges. Et évidemment, on a aussi quelques enjeux environnementaux. Donc, un accident donc, de TMD eh bien, peut avoir des répercussions assez importantes sur les écosystèmes. Voilà, on peut assister à une destruction partielle ou totale de la faune, de la flore. Donc, les conséquences hein, d'un accident TM2 peuvent également avoir un impact sanitaire, hein,
comme on venait donc de le voir, pollution de nappes phréatiques, par exemple. Donc, pollution des eaux, pollution hein, de l'air et tout ça. Alors, donc, et par voie de conséquence, comme je le disais, par les cycles des choses ou par les cycles des chaînes alimentaires, ça va se répercuter également sur l'homme. Alors, quelques accidents qui ont marqué quand même le monde, hein, donc qu'on peut citer en exemple. On a le plus grave accident en Europe qui était celui qui a lieu en Espagne en juillet 1978, qui fit 216 morts suite à une explosion d'une semi-remorque de propylène, voilà, qui est un gaz très, très inflammable sur une route, voilà, longeant donc un camping. Alors, oui, le 4 juin 89 également, là c'est un ex-URSS, donc une nappe de gaz qui voilà, avait une fuite, donc sur un gazoduc, a explosé et a causé la mort de 192 personnes et l'hospitalisation de plus de 706 personnes. Alors, d'autres exemples comme l'accident ferroviaire de Toronto, voilà, ça c'est au Canada en novembre 1979, qui en tout cas est un cas d'étude d'un intérêt exceptionnel. Voilà, c'est un train de wagon qui contenait donc divers produits chimiques dangereux, donc tels que le propane, le toluène, la soude caustique, voilà, et autres, qui, le train a déraillé et donc c'était dans la banlieue d'une grande capitale économique. Et donc, cet accident-là a conduit à l'évacuation de longue durée de plus de 200 000 personnes. Voilà, donc, ce que vous pouviez voir à l'image. Alors, l'un des accidents qui a lieu aussi en Afrique, hein, ça c'était au Congo, en RDC, et bien là, c'était une citerne, voilà, un accident de route, hein, donc une explosion, donc qui a été en tout cas suivi d'un incendie qui a fait plus de 242 euh, morts. Voilà, sur la route nationale, donc au sud Kivu. Voilà. Donc, il s'agissait d'un camion citerne, justement, qui transportait du carburant qui s'est renversé sur le bas-côté. Eh bien, donc, certainement pour excès de vitesse, donc lié à l'erreur humaine. Maintenant, là n'était pas le problème. Le problème, c'est que ça s'est passé dans un village qu'il traversait, un village qui s'appelle Champ, donc qui avait au moins une population de plus de 50 000 habitants. Alors, le conducteur, justement, a pu sortir du camion et et les gens qui accouraient, puisque le camion transportait du carburant, comme ça s'est renversé, que ça coulait, eh bien, les gens voulaient s'en servir. Voilà. Donc, alors que le conducteur tente d'éloigner les gens, de les dire de ne pas s'approcher, eh bien, c'était compliqué. Donc, les gens ruaient et donc, et parmi ces personnes-là, il y a justement un qui, justement, avait une cigarette à la bouche et qui a aussi accouru vers pour se servir. Et c'est l'étincelle qu'il ne fallait pas. Et donc, ça a pris feu. Et donc, ça fait ses victimes comme ça. Donc, vous voyez tout ce corps calciné que vous voyez à l'image ici. Donc, hein,
Ça s'est passé en Afrique, au Congo. Voilà, et plus de 200 personnes sont mortes calcinées en un rien de temps, voilà, suite à cet accident-là. Voilà. Alors, donc, pour dire que c'est vraiment très important, hein. Alors, pour déjà réglementer et puis prévenir ce type d'accident, il faut agir surtout dans la prévention. Et donc, l'un des moyens, c'est la signalisation. Voilà. Et la signalisation ici, il y a une signalisation spécifique qui s'applique à tous les moyens de transport, comme véhicules routiers, wagons, conteneurs et autres. Donc, en fonction donc, des quantités de matières dangereuses transportées, donc les véhicules doivent être signalés, hein. Alors, on a une signalisation générale, hein, qui est matérialisée à travers des plaques oranges, voilà, de 40 cm sur 30 cm qui doivent être, hein, mises à l'avant et à l'arrière, donc, et aussi sur les côtés, donc, du véhicule. Et très souvent, vous voyez ces citernes et autres, vous voyez donc ces marquages-là, et, et c'est très important. Donc, non seulement de comprendre ce que cela signifie. Donc, vous verrez ces plaques oranges, hein, parfois réfléchissantes, qui indiquent un code. Voilà. Et ce code-là, il est aussi facile à comprendre. Donc, comme ici, celui qu'on a en exemple, vous voyez, il y a deux écritures, hein, en haut et en bas. Donc, on a 336 en haut et on a 1230 en bas. Alors, celui qui est en haut, c'est ce qu'on appelle le code de danger. Et celui qui est en bas, c'est le code ONU, donc du produit en question. Donc, quant au code ONU, voilà, donc la plupart des produits ont un code ONU. Donc, vous pouviez taper sur Internet code ONU du pétrole, code ONU donc du gasoil, code ONU donc hein, ce que vous voulez, n'importe quel produit. Donc, vous verrez un code spécifique lié à ce produit-là uniquement. C'est comme le nom de ce produit en code, tout simplement. Voilà. Maintenant, donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout le code de danger qu'il faut savoir déchiffrer et lire. Et ce n'est pas du tout compliqué à comprendre également. Vous n'avez qu'à suivre ce petit tableau-là. Alors, donc, ce petit tableau nous montre ici que lorsque le chiffre est 0, ça veut dire qu'il y a absence de danger secondaire. Alors, mais quand c'est 1, ça veut dire que c'est une matière explosive. Quand c'est 2, c'est un gaz comprimé. Donc, quand c'est un gaz comprimé, ben, le risque est lié au gaz, justement. Alors, et quand c'est 3, ça veut dire qu'il s'agit d'un liquide inflammable. Encore, le risque, c'est l'inflammabilité ici. Quand c'est 4, c'est solide inflammable. 5 pour matière comburante ou peroxyde, donc c'est un comburant. Donc 6 pour matière toxique. OK? 7 pour matière radioactive. 8 pour matière corrosive. 9 pour danger de réaction violente ou spontanée. Donc, hein, voilà. Et X, c'est pour danger de réaction violente au contact de l'eau. Donc, s'il y a une matière qui, lorsque ça entre en contact avec l'eau, peut donc avoir une réaction violente, eh bien, le code ici, ce sera X. Alors, donc, c'est très simple. Alors, pour revenir sur l'exemple qu'on a ici, on a 3, 3 et 6. Alors, donc, quand vous voyez cela, ça veut dire quoi? Si on revient sur le tableau ici, 3 correspond à liquide inflammable. Voilà. Donc, le premier 3 signifie que la matière que transporte, hein, ce danger-là, ou bien cette citerne, est un liquide inflammable. Alors, vous voyez un deuxième 3, donc ça veut dire qu'on insiste sur l'inflammabilité donc, de ce produit. Donc, ça veut dire que c'est un liquide très inflammable. Voilà.
Et 6 ici, vous vous référez au tableau, alors vous verrez que 6 ça correspond à matière toxique. Donc, ça veut dire que la plaque en question nous indique que cet engin comporte ou transporte un liquide très inflammable et toxique. Voilà ce que cela signifie. Alors, donc, s'il c'était par exemple et un gaz. Hein. Donc, au lieu de 3 on pouvait mettre 2. Donc, si c'était genre hein, euh, 2 au lieu de 3 donc s'il est très euh, inflammable également, voilà, on pouvait avoir 2 2 6. Voilà, si c'était une matière solide inflammable, on pouvait avoir 4 hein, au lieu de 3. Donc, vous vous référez au tableau en question pour lire n'importe quel code et vous comprendrez ce que cela signifie et ce que cela l'équipement transporte. Voilà. Donc, ces plaques ou étiquettes de danger là, hein, doivent être justement mis sur ces engins et autres qui transportent donc ces matières-là. En plus, justement, des pictogrammes. Voilà, donc ce n'est pas seulement la plaque avec le code danger ou le code NU qui doit être affiché sur l'équipement, mais également les pictogrammes. Alors, comme nous reviendrons dans le cours prochain sur ces pictogrammes, donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais comme vous pouvez déjà le voir, voilà, donc le premier, celui-là, par exemple, dit que ça trait à l'explosion. Donc, tout produit qui peut s'exploser, voilà, aura donc les versions donc, de ce pictogramme-là. Lorsqu'il est un gaz inflammable, donc ça serait donc ces pictogrammes-là. Alors, donc, hein, lorsque c'est une matière qui peut, un solide qui peut s'enflammer, il aura donc ce pictogramme. Donc, en plus donc, de code danger, code connu et autres, donc les pictogrammes peuvent aussi aider à identifier le produit qui est transporté. Voilà, donc celui-là qui indique que c'est une matière toxique. Donc, si on voit cela, on sait si c'est une matière radio active, si c'est une matière infectieuse. Donc, ces pictogrammes aussi sont à connaître. Alors, donc, nous y reviendrons justement sur euh, le, le cours du SIMDUT, cours sur le SIMDUT, donc le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, où nous allons revoir la majorité donc, de ces pictogrammes-là et comprendre un certain nombre de choses. Alors, donc, vous voyez que euh, le transport donc, des matières dangereuses est sujet assez important qu'il faille donc s'intéresser et appliquer ces réglementations-là. Alors, donc, la réglementation ne s'arrête pas seulement au niveau donc des choses qu'on affiche, voilà, et autres pour informer, mais il y a aussi la circulation peut être réglée. Alors, donc, vous verrez que on peut, par exemple, interdire le déplacement donc de certains transports à certaines heures. Voilà. Donc, je suis un peu touché là, donc je reviens. Alors, euh, donc je parlais donc de la circulation qui peut être réglementée. Donc, hein, on peut dire que un certain type de camion ou de citerne ou de transport ne peut pas se faire, par exemple, aux heures donc de pointe. Parce que là, il y a beaucoup de flux dans la circulation, beaucoup de monde. Donc, imaginons un accident qui a lieu à ce moment-là.
Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont exposées. Donc, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Donc, on peut réglementer la circulation et faire de telle sorte que ces engins ne circulent pas à tout moment. Aussi qu'il y ait des routes qui leur sont interdites. Voilà. Donc, voilà, et des choses qui peuvent contribuer également à réduire le risque donc TMD. Alors, donc, et justement, au niveau donc de la route, vous verrez que certaines routes peuvent être interdites. On va, par exemple, interdire donc à certains véhicules qui transportent des matières explosives, voilà, ou facilement inflammables. Donc, on dira que cette route est, par exemple, interdite. Voilà, peut-être parce que c'est un pont ou peut-être c'est une route à fort trafic. Voilà. Hein, donc, il y a ce panneau-là qui va l'indiquer. Un panneau comme ça également va indiquer que un véhicule qui transporte des produits de nature à polluer les eaux ne passe pas par là. Peut-être parce que c'est à proximité d'un barrage, des eaux, voilà. Donc, on va interdire des véhicules qui transportent des choses qui peuvent contaminer ou polluer, donc de passer par là. Alors, l'autre qui est donc, hein, par exemple, les véhicules qui transportent des matières dangereuses de ce type, voilà, peuvent, donc si vous voyez, c'est chose en des panneaux donc d'interdiction donc de certains types de véhicules de passer. Donc, on peut aussi passer par la réglementation de la circulation pour prévenir justement donc ces types d'accidents-là. Alors, la prévention aussi va aller aussi sur la formation des intervenants. Donc, si on a une entreprise qui évolue dans ce secteur-là, donc elle va nécessiter, par exemple, qu'il y ait donc, un superviseur qui a ce soin, qui va réglementer un certain nombre de choses, sensibiliser et former un certain nombre d'acteurs. Voilà, donc qui, une fois qu'ils sont au courant non seulement du risque et des mesures préventives à prendre ou à mettre en œuvre pour éviter ces accidents et autres. Voilà, ils peuvent justement donc les mettre en pratique et puis ça peut éviter un certain nombre de choses, de risques. Alors donc, on aura des conducteurs de ces camions qui doivent être formés sur la limitation de la vitesse, sur un certain nombre de comportements à avoir et autres. Voilà, donc c'est très important. Donc, la formation des intervenants, donc des conducteurs donc, de ces véhicules et autres. Donc, la conduite à tenir, des formations spécifiques et cela qui peut être recyclé de manière périodique. Donc, des consignes de sécurité et autres sur la conduite donc, de ces engins, voilà, sur la manutention donc, de ces choses, de ces produits, voilà, et tout ça, l'arrimage des colis. Donc, puisqu'on parle de matière dangereuse, il ne faut pas seulement voir les citernes et autres, mais faut voir ça de façon large parce qu'on a vu que ces matières peuvent être sous forme liquide, gazeuse ou solide et autres. Voilà. Donc, tout ça, donc, vous verrez par exemple euh, euh, des camions qui transportent souvent des explosifs ou de certains produits qui vont en mine, qui sont escortés et tout ça. Donc, c'est justement, tout ça font partie donc de la réglementation et autres. Donc, pour revenir sur la circulation, c'est l'un des moyens. Donc, escorter un certain nombre de produits et autres pour éviter le risque d'accident donc, parce que justement, lorsque il y a accident avec ces engins-là, les dégâts peuvent aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Alors, donc, il y a également la formation, donc, qui joue un rôle très important dans ce domaine-là. Et justement, la formation doit également inclure donc, la manière donc d'agir lorsque l'incident ou l'accident a lieu. Donc, comment faire des alertes, hein, comment donc utiliser
des engins, utiliser des extincteurs, comment intervenir en cas de panne et tout ça. Donc, tout ça est très important et que et les consignes clairement connues et autres peuvent aider. Voilà. Et non seulement à prévenir que ça n'arrive, mais si ça arrive aussi, on peut contenir les dégâts, on peut contenir les conséquences et éviter qu'ils soient lourdes. Voilà, très rapidement, on pouvait dire sur ces matières dangereuses, le transport des matières dangereuses. Alors, matières dangereuses, on n'en a pas fini avec, et on va revenir sur le sujet où on va encore parler donc de ces matières dangereuses et surtout un certain nombre d'informations liées pictogrammes, pour mieux connaître ces matières-là, donc savoir les reconnaître, voilà, et autres. Là, on parlait surtout du volet transport. Voilà, donc ce volet transport qui était mis en exergue aujourd'hui. Alors, vous pouvez le constater, non seulement le risque TMD est non seulement lié à la nature du produit transporté, à la manière dont il est transporté, la voie par laquelle on transporte le produit, et justement, et surtout, voilà, aux causes d'accidents qui peuvent arriver, le lieu où a lieu l'accident, voilà, donc tous ces paramètres sont à prendre en compte. Donc, lorsque on veut évaluer le risque TMD. Voilà les informations résumées, hein, je dis bien résumées parce que le TMD, il il peut être beaucoup plus développé et élargi, mais c'est une version résumée, et voilà, que j'ai voulu partager avec vous ce soir, voilà, afin que on puisse, comprendre déjà c'est quoi ce risque TMD-là. Et maintenant, justement, on peut approfondir à travers les fichiers autres que vous aviez. Et il y a carrément une autre version, parmi vos fichiers là, qui est très très long, mais qui contient beaucoup d'informations là, et que je vous exhorte justement à lire. Voilà. Donc, on s'arrête là. Je ne sais pas si il y a quand même quelques questions. On pourrait prendre une ou deux avant d'arrêter la séance d'aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou alors, est-ce que euh, il y a une expérience à partager, quelqu'un qui a vu un accident ou un incident lié à ces produits et ces matières dangereuses? Voilà. Et on a le nouveau. Le nouveau, c'est pas le nom de quelqu'un, mais justement, et oui, le nouveau. Oui, c'est Monsieur Sauré. Ah, ok, monsieur. Voilà, c'est le nom de ma machine, mais bientôt je vais changer. Justement, OK. ok, ça marche. Voilà. C'est juste pour me rassurer. Oui. En matière de transport de produits dangereux, je pense qu'il y a une escorte, hein, à tout moment. C'est escorté. Euh, bon, c'est pourquoi je disais que euh, si vous aviez suivi, justement, ce n'est pas à tout moment qu'il y a des escortes. Ah, parce qu'un produit, on a vu que la matière dangereuse ne se limite pas forcément à ces matières dont vous pouvez tout de suite, quand on parle de matière dangereuse, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Pensez par exemple aux explosifs, pensez à certaines choses, mais le carburant, quand vous voyez les citernes transporter les carburants, est-ce que c'est escorté? Non. Voilà.
Donc, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de matières dangereuses qui sont transportées, mais qui ne sont pas exportées. Et puis, quand vous regardez également les différentes manières donc, de transporter ces produits dont on a développé, vous verrez que ce n'est pas tout le moment que c'est exporté. Voilà. Donc, il y a le transport par la route, justement, voilà, qui n'est pas exporté. Et le transport ferroviaire, le transport maritime et autres. Donc, on transporte beaucoup de produits dangereux, donc, qui ne sont pas justement exportés comme vous le dites. Mais justement, il y a certaines matières qui sont transportées et exportées justement. Voilà, j'ai pris l'exemple donc des camions qui transportent souvent des produits voilà, ou des accessoires d'explosifs et autres pour les mines, par exemple, vous les verrez souvent exportés, voilà, pour justement éviter les interactions avec ces produits-là. Si jamais il y a aussi un accident, la sécurité va pouvoir permettre d'écarter et d'éviter que les populations interagissent avec le produit et autres. Donc, c'est surtout ça. Voilà, donc c'est pour sécuriser justement ces matières-là, faciliter le transport, donc éviter les accidents et aussi savoir gérer les conséquences si ça a lieu. Donc, ces escortes sont faites, mais comme vous-même, vous pouvez le constater, eh ben, c'est pas tout qui est escorté. Voilà, tout n'est vraiment pas escorté. OK. Merci bien, formateur. Effectivement, c'est le cas. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une autre question ou un partage? Monsieur Oui, alors Pam, formateur. à Oui, son oui, allez-y. oui, j'ai une question. OK. Oui, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est le transport des matières dangereuses là. Est-ce que, par exemple, quand on veut transporter une matière dangereuse de la ville comme ça au lieu du travail, par exemple, on est venu faire des achats en ville et puis on a acheté des produits. Je donne l'exemple des produits de laboratoire. Oui. Bon, mais est-ce que d'accord, on peut avoir une formation comme ça au niveau par rapport au chauffeur, la façon de conduire, comment disposer les produits. Mais est-ce que en plus de ça, on peut inscrire sur du côté du véhicule les plaques dont on parlait tout à l'heure, les 40-30 là. Est-ce qu'on peut inscrire les codes là ou bien, bon, on s'en tient seulement au chauffeur et puis bon, à la matière qui est à l'intérieur jusqu'à destination, jusqu'au service. C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'on Oui. doit mettre, est-ce qu'on doit mettre un signe qui montre que, et en circulation, tous les véhicules qui dépassent ou bien qui veulent, qu'ils croisent, sachent que, bon, dans ce véhicule-là, il y a des matières quand même qui sont très, très sensibles. Oui, en principe, la législation voudrait, et c'est une réglementation qui le demande. Donc, en principe, lorsqu'on transporte des matières dangereuses, donc on doit pouvoir signaler, hein, signaler comme on a vu. Donc, Ah, ok. c'est vrai que on parle des exemples donc des citernes et autres, voilà, mais ça ne se limite pas à cela. Voilà, Oui. donc même si vous allez beaucoup plus loin, le transport qu'on a vu, ce n'est pas seulement par la route. Hein, vous verrez des bateaux et autres qui transportent certains produits et autres, mais c'est également signalé. Donc, on sait que c'est tel produit. Donc, la signalisation, c'est essentiel. Et voilà, c'est vrai que pour un bon nombre de cas, on ne respecte pas, mais c'est des choses qui devraient être respectées. Donc, Ah, ok. dans la mesure du possible, on devrait le faire. Maintenant, justement,
Et pour certains cas, comme vous le dites, si on s'en tient à votre exemple, on part en ville, on achète donc des produits que l'on sait que c'est quand même des matières dangereuses qu'on veut transporter donc vers une autre ville et autres. Alors, en principe, on doit prendre des dispositions pour que le transport se fasse en toute sécurité. Maintenant, Ah, ok. donc on doit s'assurer que celui qui le transporte est formé, il est conscient de ce qu'il transporte, il sait, connaît les mesures, les précautions et autres à prendre, donc il va respecter un certain nombre de choses. Voilà, et que nos contenants ou la manière même de transporter, donc d'arrimer, de faire quoi que le véhicule et tout ça répond aux normes. Voilà, donc on doit s'assurer d'un certain nombre de choses parce que justement, on veut prévenir, on veut limiter donc le risque. Donc, lié à ce transport-là. Parce que, imaginez que votre véhicule est en panne, voilà, donc, ou Oui. votre véhicule n'est pas en bon état, ou voilà que, donc, vous voyez, ça, on doit s'assurer parce que justement, ces pannes-là, ou bien ces mauvaises situation-là peut causer l'accident et donc le risque concret peut donc atteindre, hein. Maintenant, on peut aussi voir que à là, c'est des produits très toxiques et que euh, si jamais il y avait des fuites ou si jamais, voilà, il y avait un accident et autres, donc on peut faire escorter, voilà, justement, notre cargaison, voilà. En tout Ok. cas, et aussi, la réglementation ne se limite pas à là. Donc, il y a à quel moment on passe, hein? Est-ce que ce serait un transport, hein, donc, pour traverser les villes? Il y a des heures où on ne va pas les traverser, on doit stationner, attendre des heures propices pour traverser et tout ça. Donc, hein, il y a des règles, il y a des réglementations, même si elles ne sont Ok. pas très suivies. En tout cas, si elles devaient être respectées, il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire avant que ces matières-là ne puissent être transportées. Ok. Ok. Merci, formateur. C'est bien compris. Merci à vous. Alors, donc, je ne vois pas d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Oui, monsieur Sommet. Oui, c'est juste pour un partage. D'accord, allez-y. Alors, je pense que dans l'agriculture, l'engrais urée est utilisé au niveau de l'agriculture et son transport au niveau du Burkina Faso ne nécessite pas d'escorte et lorsqu'il est déjà formulé en urée. Je prends le cas de l'urée parce que lors de la guerre ivoirienne en 2002, le Burkina n'arrivait pas à acquérir l'engrais urée à temps. Et le gouvernement a autorisé la forme nitrate. Et il fallait que ce produit soit escorté depuis le port jusqu'aux usines, jusqu'à la société qui a demandé. Et effectivement, ça a été exporté depuis le port de Lomé et jusqu'à Ouaga et à Bobo. Et c'est comme ça que la forme nitrate a été livrée aux sociétés demandeuses, et maintenant pour procéder à la reformulation. Voilà. Et là, ça a été escorté. Mais à partir de certain temps, les années qui ont suivi, le gouvernement a interdit cette forme-là, l'entrée de cette forme-là au Burkina. Donc, il fallait d'abord que ce soit vraiment l'urée 46%, sinon ça ne rentre pas. Voilà. Voilà. Voilà un exemple, voilà, un partage d'expérience. Donc, vous voyez que c'est comme ça. Donc, il y a des réglementations, il y a des choses qui sont déjà là, en place, et que, voilà, en fonction, donc, des choses.
on va se conformer tout simplement à ces réglementations-là. Donc, si vous êtes une entreprise, vous commandez un produit et vous voyez que là, le produit c'est une matière dangereuse et donc la dangerosité, vous voyez, quand on veut protéger, c'est à plusieurs niveaux, hein. C'est à plusieurs niveaux. Donc, en fonction de la nature du produit. Donc, en fonction du fait que s'il y a un accident, les conséquences que ce produit peut engendrer, en fonction également du fait que, en fonction de la nature du produit, est-ce qu'il ne peut pas être détourné à d'autres fins et tout ça. Donc, c'est en fonction de tout ça que il y a escorte ou qu'il n'y a pas escorte ou qu'il y a des dispositions ou qu'il y a des réglementations, des signalisations, des préalables en tout cas à avoir donc, en fonction. C'est pour dire que les matières dangereuses ne se transportent pas de façon inopinée. Voilà, donc c'est réglementé. Donc, c'est tout ça. Et comme nous sommes en santé-sécurité, alors justement, on se focalise beaucoup plus sur les conséquences sur l'humain, sur les installations et sur l'environnement que peut avoir donc ces matières dangereuses-là si il y avait donc des problèmes liés à leur transport. Donc voici pourquoi ce module est développé pour que on puisse aussi avoir des notions dans ce sens-là. Voilà, donc merci à M. Soumet depuis beaucoup pour ce partage-là. Donc, c'est en fonction de la nature du produit que soit l'escorter, c'est-à-dire que la manière de le transporter, donc pour que ça arrive de façon sécurisée, donc c'est lié à la nature du produit, justement. Merci bien. Alors, donc, je crois que il n'y a plus d'autres intervenants. On va s'arrêter ici pour ce soir. Donc, en attendant de revenir, parler en tout cas de ces matières dangereuses, mais cette fois-ci, on va parler du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Donc, si, il y a toujours des questions aussi, et ben, c'est pour dire que le prochain cours, vous pouvez toujours les poser parce que c'est l'ISR, dans le même ordre d'idée que on va faire le prochain cours. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Alors, donc, on s'arrête ici pour ce soir. Et donc, on va dire grand merci à tous les intervenants, à tous ceux qui ont participé et suivi. Voilà, donc, mais je vous exhorte en tout cas à lire les fichiers que vous aviez parce que je les connais justement, c'est très développé et il y a beaucoup plus, il y a des détails, des informations très utiles, hein. Donc, il faut les lire. Voilà. Donc, ça va beaucoup vous édifier. Alors, donc, bonne soirée. On est en début de semaine, donc bonne suite de semaine. On se retrouve justement en milieu de semaine pour un autre cours, si Dieu le permet. Voilà, en attendant le week-end pour un troisième cours cette semaine, puisque la séance de ce soir est consécutive au report du cours précédent. Voilà, donc merci à tous et à toutes et excellente soirée, bonne suite à vous. L'établissement à vous. Merci, merci. Merci. Excellente soirée à vous.
Merci, Monsieur Souré, je crois. Oui, exactement, c'est Monsieur Souré. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée à vous également et bon établissement surtout. Ah oui, merci beaucoup. Monsieur Pierre Mendès, ça va,